Donc à titre d'exemple, on a récemment, donc Sage, lors de sa dernière réunion en avril 2015, donc discuté des méthodes pour réduire la réaction douloureuse à la vaccination au moment des injections. Et on a bâti cette session donc, sur une revue d'évidence qui avait été faite et des lignes directrices qui avaient été mises au Canada. Donc on a bâti sur le travail déjà fait, on a mis en place une consultation technique qui a permis bien sûr d'avoir une perspective globale et non pas canadienne et de considérer donc toutes les implications en termes de faisabilité, d'éthique, d'acceptabilité des différentes méthodes proposées. Donc cette consultation technique a amené des experts avec un bagage et une certaine diversité culturelle et géographique. Ces recommandations donc, ont été présentées à Sage et Sage a émis donc certaines recommandations qu'on va maintenant inclure et disséminer dans les différents documents de formation de l'OMS. Donc, à titre d'exemple, parmi les méthodes recommandées, qui sont vraiment des méthodes peu onéreuses et disponibles dans la plupart des pays, on a l'administration des vaccins allant du moins au plus douloureux, l'allaitement au sein, donc qui est aussi une très bonne méthode pour diminuer la perception, la sensation de douleur lors des injections. Alors bien sûr, cette méthode n'est pas forcément acceptable dans tous les pays parce qu'il y a certains endroits où culturellement il n'est pas acceptable d'avoir cet allaitement donc lors de la séance de vaccination, mais dans beaucoup d'endroits c'est bien sûr acceptable. Merci Philippe pour ces explications et vous avez bien expliqué aussi la problématique si les évidences en fait ne sont pas disponibles, comment le processus peut être mis en place pour pallier à ce manque d'évidence. Et justement par rapport à ces évidences, quel niveau d'analyse en fait de preuves utilisez-vous à l'OMS en fait dans le domaine de la vaccination en plus des revues systématiques? Donc comme vous l'avez mentionné, la manière de compléter en fait ce travail, mais est-ce que vous avez aussi des mécanismes pour faire cette analyse de manque par exemple de preuves ou de combler des écarts en fait que vous avez identifiés? Bon, disons que y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte. Donc, bon, bien sûr, on regarde l'efficacité, fait des revues systématiques sur l'efficacité et la sécurité des vaccins en particulier, mais après, les recommandations sont développées en prenant en compte d'autres aspects tels que le fardeau de la maladie, dans les différentes régions, des aspects liés au coût-bénéfice des vaccins et d'autres aspects qui sont plus des aspects sociaux, d'éthique, de faisabilité qui peuvent encore une fois varier d'une région à l'autre. L'efficacité des vaccins aussi, ou l'efficacité sur le terrain peut varier des fois suivant les contextes. Donc, bon, le but, c'est d'essayer de faire des recommandations au niveau global. Et il est vrai qu'on a besoin donc de s'assurer qu'un vaccin, par exemple, qui va marcher très bien dans un pays industrialisé, va être aussi efficace dans des pays en développement, suivant certaines conditions environnementales en particulier. Aussi que le coût des vaccins et les ressources et l'investissement financier est justifié dans un autre contexte. Donc on essaye de prendre tout ça en compte. Alors il est vrai qu'il y a tendance à y avoir plus d'études qui sont faites dans les pays industrialisés que pour certaines régions, des fois on manque de données, ce qui peut amener au retard de la prise de recommandations ou des fois des recommandations qui peuvent être, j'allais dire, partielles. Par exemple, il y avait des recommandations quand les vaccins rotavirus ont été discutés. Les recommandations ont d'abord été émises pour certaines régions pour lesquelles on avait des données. Et puis, quand les données ont fini d'être accumulées pour d'autres régions de l'OMS,
les recommandations de Sage ont été étendues donc, à l'ensemble du monde. Et c'est vrai que des fois les données locales sont difficiles à obtenir. Alors, bon, c'est peut-être un petit peu moins gênant pour un comité comme Sage, ça devient très important pour les comités techniques nationaux parce que le but de ces comités en particulier, donc de prendre en considération les recommandations globales, mais dans un contexte épidémiologique, socio-économique local. Et aussi, bien sûr, c'est important souvent d'avoir des données sur le fardeau de la maladie ou sur l'impact des programmes de vaccination. Et souvent, ces données manquent. Des fois, les données ne sont pas là. Des fois, les données ne sont pas apportées à l'attention des comités techniques nationaux. Alors, on encourage parfois... Oui, donc dans le développement de recommandations basées sur des preuves, il est bien sûr très important d'éviter l'intrusion possible de conflits d'intérêts. À deux titres. D'abord, en termes, donc, pour éviter que les recommandations soient biaisées. Et deuxièmement, pour assurer vraiment la crédibilité des décisions prises par un comité. Donc en fait, la prise en charge des conflits d'intérêts, c'est à la fois les conflits d'intérêts réels possibles ou bien potentiels, des situations qui peuvent être vécues par les professionnels de santé ou par le public comme créant un conflit d'intérêts. Alors, la façon dont on gère ça au niveau de Sage, c'est tout d'abord, on est très strict par rapport au recrutement des membres. On veut des membres indépendants et qui n'aient pas de conflit d'intérêts. Donc, on exige donc une déclaration d'intérêts, suivant les modèles de l'OMS, avant nomination des membres. Donc là, c'est un premier filtre. Après, il se peut, avant chaque réunion, on va aussi demander une mise à jour de la déclaration d'intérêt et puis on va évaluer les déclarations d'intérêt dans le contexte des sujets traités par le comité. Parce qu'une personne, un expert, peut avoir eu certaines activités qui ne représentent pas un conflit d'intérêt pour un sujet particulier, mais peuvent représenter pour un autre sujet. Par exemple, si un membre a discuté, a été un investigateur sur certains essais cliniques concernant un vaccin, mettons, contre la coqueluche, et qu'on va discuter à la réunion de Sage de ce vaccin, ça va éventuellement donc constituer un conflit d'intérêt ou une perception de conflit d'intérêt, auquel cas on va statuer avant la réunion pour savoir si le membre va pouvoir participer en plein aux discussions et à la prise de décision, ou si au contraire peut participer aux discussions mais pas à la prise de décision, ou s'il doit être complètement exclu de la session. Et si ce membre donc, qui a travaillé sur des essais cliniques avec un vaccin particulier, par contre pour une autre session qui va se préoccuper du vaccin contre la grippe et pour lequel la question n'a aucune relation avec le fabricant du vaccin contre la coqueluche, à ce moment-là, on va décider que l'intérêt qui a été déclaré par le membre ne constitue pas un conflit d'intérêt et aucune mesure ne doit être prise. Donc pour nous, là, ce qui est important, c'est avoir cet échange avec les membres pour être sûr qu'ils nous informent de situations qui changent, qu'ils soient ouverts donc, pour déclarer plus largement des intérêts qui sont des intérêts qui doivent être déclarés, qui ne constituent pas forcément des conflits d'intérêts. Et puis on a une transparence, c'est-à-dire qu'on fait un résumé de leur déclaration d'intérêt qui est d'abord discuté avec tous les membres de Sage, qui est aussi rendu connu au moment de la réunion du comité et puis qui est posté sur le site web. Alors la déclaration d'intérêt, c'est l'un des éléments qui permettent d'éviter ces conflits d'intérêts, ces biais, c'est pas le seul. Et les deux autres éléments qui pour moi sont fondamentaux, c'est d'une part la transparence des délibérations. Donc les réunions de Sage sont des réunions scientifiques qui se font vraiment de manière ouverte. Donc il y a beaucoup jusqu'à 200 personnes qui assistent au débat et qui représentent
éventuellement des groupes d'intérêt, des organismes techniques, des représentants des missions et qui peuvent voir pour eux-mêmes la nature de l'évidence et des discussions. Donc ça, c'est un point pour nous important. Un autre point important, c'est que bien sûr, toute l'évidence qui est amenée à Sage, pour autant qu'elle ne soit pas confidentielle, ce qui est assez rare, et aussi postée publiquement sur le site web de Sage après les réunions. Donc les gens peuvent voir sur quelle base les décisions ont été prises. Et le dernier élément, c'est vraiment le fait que ce n'est pas un expert qui prend une décision, mais c'est vraiment un comité avec 15 personnes. Et si quelqu'un avait des discussions ou tentait d'influencer de manière indue les délibérations, bon, ça va se voir assez rapidement au niveau du fonctionnement et de la discussion. Donc les autres membres vont éventuellement contrebalancer et pourraient intervenir.